Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Rhys. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Rhys, vous êtes dessinateur, vous êtes directeur de la publication de Charlie Hebdo, vous êtes un combattant de la laïcité, un défenseur de la liberté. Le droit d'emmerder Dieu de Richard Malka, vous le prenez à votre compte. Vous êtes l'un des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo, bientôt 10 ans. C'était le 7 janvier 2015. Vous êtes un défenseur de la liberté d'expression, mais vous vous exprimez peu. Merci de donner votre regard ce matin sur notre société, sur l'époque. D'abord, je voudrais qu'on parle de Coco. Coco, qui était avec vous ce fameux 7 janvier 2015 et qui, à nouveau, doit être proche d'une sécurité renforcée. Son journal, elle dessine chez vous, mais aussi chez Libération. Libération, le siège de Libération qui est sous surveillance parce que Coco est visé par des menaces après un dessin. Je voudrais qu'on puisse le regarder à l'antenne, ce dessin. Il parle de Gaza, du Ramadan et de la famine. On y voit un garçon qui court après un rat, visiblement affamé. Et ce qui semble être sa mère qui lui dit « Non, non, pas avant le coucher du soleil ». Et après ce dessin, elle est à nouveau menacée. Rien n'a donc changé? Rien n'a changé, je dirais même que ça s'est aggravé puisqu'on a l'impression que depuis 2015, les choses se sont désinhibées. C'est-à-dire que les gens ne sont pas gênés d'envoyer des menaces de mort, d'insulter, d'éructer, de faire du dénigrement sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de dire... c'est vrai que il faut avoir le cuir épais pour supporter ça, mais je peut-être décevoir ceux qui ont dénigré Coco. Des dessins comme ça, on en fera d'autres. Moi, ça me donne envie d'en faire d'autres. Et ça nous rend encore plus combatifs dans ce qu'on fait. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ces menaces, par ces comportements effectivement agressifs. Ça renforce notre détermination à continuer de faire du dessin satirique, à continuer de dessiner l'actualité comme elle le fait, dans ce dessin qui est un très bon dessin. Et voilà, donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser impressionner par ces gens-là, en fait. Voilà. À la fois, vous dites, ça s'est aggravé, et en même temps, vous avez cette envie de continuer. Vous n'avez d'ailleurs, vous l'avez toujours dit, les dessins qui ont ensuite été pris comme prétexte par les frères Kouachi pour aller dessiner la rédaction de Charlie Hebdo, vous les auriez publiés à nouveau, encore, vous continuez, vous avez repris le flambeau. Qu'aujourd'hui, quand vous dites rien n'a changé, ça s'est même aggravé. Il y a eu aussi la politique depuis, c'est-à-dire que depuis, il y a eu les enjeux politiques de on est Charlie et on l'est peut-être même plus. Et quand vous entendez, après le dessin de Coco, quelqu'un comme la députée LFI Sophia Chikirou qui dit vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez quand même. Comment vous réagissez aussi à ce parti pris politique ? Cette remarque, bon, elle est assez abjecte parce que ce sont les propos qui ont été tenus par des victimes du Bataclan au lendemain du 13 novembre. Et là, vous n'aurez pas notre haine. Voilà, c'est une référence directe. Voilà, elle parle comme si elle-même était victime d'un attentat. Elle s'approprie la parole des victimes. Ça montre le cynisme et l'odieux de cette déclaration. Mais j'ai envie de dire, vous savez, on est dans du populisme communautariste. On est dans une espèce de poujadisme communautariste. Il y a des partis politiques qui sont sans foi ni loi, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas un minimum de morale politique pour défendre leurs idées. Ils ont le droit de défendre leurs idées, mais qui sont prêts à utiliser n'importe quoi, y compris de s'en prendre à une dessinatrice qui ne fait de mal à personne. Moi, vous savez, je dirais une chose. Le mois dernier, on a rendu hommage à Robert Badinter. Quand on voit ce qu'était la classe politique en France et à gauche, il y a 30 ou 40 ans, je dirais qu'on a beaucoup de regrets. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des figures de ce niveau-là, avec une éthique et une morale politique comme ce qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en France et à gauche. Je crois qu'aujourd'hui, la classe politique à gauche, en tout cas une bonne partie, n'est pas au niveau. Et comment dire, il y a une médiocrité de la classe politique à gauche. C'est ce que moi je vois en tous les cas après cette affaire. Il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent défendre. Et je pense que lorsqu'on veut défendre des valeurs, lorsqu'on prétend défendre des valeurs, la manière avec laquelle on défend ces valeurs, ça fait partie de ces valeurs. Et quand on le fait de manière infâme, mais on salit ces valeurs. Et je pense qu'il y a un vrai problème chez un certain nombre de responsables politiques à gauche qui prétendent défendre des grandes causes, mais qui le font salement et qui du coup salissent ces valeurs. Et ils soufflent sur les braises aujourd'hui ? Oui, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent exister. Il y a aussi une espèce de fascination pour ce qu'on appelle la radicalité. Seule la radicalité vous fait exister dans ce monde médiatique. Avoir un discours nuancé, précis et exact, ça ne suffit plus, c'est inaudible dans cette espèce de cacophonie médiatique et sur les réseaux sociaux.
plus vous êtes dans l'excès, plus on vous écoute, plus vous racontez n'importe quoi, et plus on tend l'oreille vers ce que vous dites. Et tant pis si ça ne fait que rajouter de la confusion dans les esprits, et tant pis si ça ne fait que augmenter les populismes et la démagogie. La radicalité sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, vous en parlez aussi comme de cette caisse de résonance. Quand vous avez dit c'est une forme de clientélisme, populisme, on va chercher une population qu'on flatte. Oui, mais qu'est-ce dire? Mais en fait, je crois que si on parle par exemple de cette députée, le parti de cette députée, Sophia Chikirou, la France Insoumise. Voilà, ils ont clairement dit que c'est une stratégie qui est assumée, c'est d'aller dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, vers des communautés, musulmanes. C'est leur stratégie. Ils l'ont dit. C'est pas. Mais c'est quand même curieux quand on prétend diriger la France, avoir un discours qui ne parle qu'à une partie des Français. Normalement, il faut ce qu'on défend, c'est l'intérêt général. C'est d'essayer de dégager ce qui est commun à tous. C'est ça la politique, c'est qu'est-ce qui est commun à tous les Français, quelles que soient leurs origines, leurs confessions. Et là, on est vraiment dans du clientélisme médiocre. Voilà. Encore une fois, vous défendez, et on va y revenir, la laïcité dont les Français estiment qu'elle n'a jamais été autant menacée. Rhys, vous avez parlé de médiocrité à gauche. Est-ce qu'il y a une dignité ailleurs ? C'est-à-dire, c'est quoi en fait? Je ne sais pas. Moi, j'espère qu'un jour on verra émerger des personnalités politiques un peu plus exigeantes sur le plan des idées et de l'éthique politique aussi. Voilà. Je crois qu'il y a un manque. Le courage a disparu. C'est vrai que moi je partage pas, je n'aime pas cette espèce de pessimisme général où on dit tout est foutu. Je crois qu'il faut redevenir un peu combattant. Il faut se battre à nouveau pour les valeurs de la démocratie. Il faut réapprendre à se battre pour la démocratie. Mais c'est vrai que je dirais que la démocratie, elle vit un peu sur ses lauriers, elle se repose un peu sur ses lauriers depuis trop longtemps. Et je crois que ce soit la classe politique, mais même les citoyens, ils doivent réapprendre à se battre pour les valeurs les plus élémentaires de la démocratie. C'est un régime politique fragile qui repose sur le peuple, et donc tout repose sur la volonté du peuple et le volontarisme du peuple à vouloir vivre libre. Si ce peuple renonce à cet esprit-là, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de démocratie. Et c'est évidemment particulièrement bouleversant de vous entendre vous le dire, parce que quand vous dites il faut combattre, vous avez vécu dans votre chair cette souffrance, cette radicalité absolue. Rhys, quand vous voyez aujourd'hui cette menace sur la laïcité, le retour d'une forme de pudibonderie, comme le disent certains professeurs de français, qui disent qu'il est difficile, au-delà de la question du contenu des enseignements, d'avoir face à eux des élèves, et c'est de nombreux témoignages qui ont été recueillis, y compris par un journal comme l'Obs qui avait fait parler ce professeur de français qui dit « Cela fait 15 ans que j'enseigne le français et aujourd'hui je vois monter chez vous une pudibonderie qui n'est pas de votre âge. » Il s'inquiète lorsqu'il fait lire Roméo et Juliette, d'avoir face à lui des élèves qui refusent de le lire et qui lui disent même « Vous êtes impur de nous faire lire Roméo et Juliette ». Qu'est-ce que vous dites à ces professeurs ? Eh bien, je dirais que, comment dirais-je, j'ai l'impression que l'école est redevenue un champ de bataille, en fait. Un champ de bataille politique, et qu'on est à nouveau en face d'une nouvelle guerre scolaire. C'est devenu un terrain, c'est devenu un enjeu presque, un champ de bataille. Pour défendre des choses aussi élémentaires, comme vous le dites, que de parler de Roméo et Juliette, on en est à batailler pour parler de Roméo et Juliette. Je veux dire, on en est là. Et je crois que les professeurs ne pensaient pas un jour se retrouver dans des situations comme ça. Donc il faut les soutenir. Mais les soutenir, c'est pas seulement les journaux, les médias, c'est aussi la hiérarchie de l'éducation nationale. Et trop longtemps, les profs ont été seuls face à ces questions-là. Et je crois que pour leur donner le courage d'affronter des élèves qui sont, il faut le dire, un peu déboussolés. Ce qui est un peu triste, c'est de voir des élèves qui ont ça dans la tête. On a envie de les rendre un peu plus libres. Vous savez, la semaine dernière, je faisais un débat avec 2 dessinateurs iraniens. Et je leur disais, mais moi, j'ai eu la chance de naître dans une démocratie. Je ne sais pas ce que c'est que la dictature, que vous êtes né dans une dictature. Je crois aujourd'hui que les élèves qui réagissent comme ça en France, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que de vivre dans une dictature où ils ne seront pas libres. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, et malheureusement, ils en font un usage un peu déplorable. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que la privation de liberté. Et j'ai envie de dire, réfléchissez à ça. Vous avez la chance d'être dans un pays libre. Ne gâchez pas votre liberté
en la mettant au service de choses aussi stupides. Voilà. Et on pense évidemment aussi à cette professeure de ce collège d'Issou qui a été menacée pour avoir montré à ses élèves un tableau qui représentait Diane et Actéon avec des femmes nues, un tableau de Césarie du XVIIe siècle qui est exposé au Louvre. Encore une fois, je reviens au témoignage de ce professeur cité par le journal L'Obs qui dit « Je n'arrive plus à emmener mes élèves en sortie scolaire, en musée.